programme, d'accord? Donc, on ne va pas commencer par les mesures d'impact, on va commencer par les statistiques descriptives. C'est le cours le plus simple, si vous voulez. Donc, comme ça, on ira étape par étape. C'est mieux pour être impliqué et puis suivre les cours doucement, doucement. OK? Donc, c'est un cours dans l'ensemble, si on peut dire, dans 90% de son contenu adapté à la visioconférence. Donc, ça ne posera pas de problème. Parce que de toute manière, même l'année passée, il y avait beaucoup de résidents, enfin certaines étaient enceintes, donc ils m'ont sollicité pour faire quelques séances en visioconférence. Et on l'a fait, ça va. On a partagé, donc j'ai partagé les cours en deux parties, une partie en présentiel, une partie par visioconférence. Donc on fera de la même façon si vous êtes d'accord. Je suppose que ça vous arrange aussi. Dites-moi. Donc si vous Oui. voulez si vous voulez uniquement le présentiel, dites-moi. Non, Allez, si c'est ben, possible. pour soulager la réponse, je parle des autres. Non, s'il y a pas la possibilité de faire en visioconférence, on préfère faire quelques cours en visio. D'accord, d'accord. Donc voilà, je vais choisir les contenus selon la faisabilité. Et puis, on va commencer par tout ce qui est, bien sûr, il y a des définitions, on n'a pas vraiment besoin du tableau. C'est bon, tout le monde est là, donc on commence? Oui. Oui. Donc là, est-ce que vous voyez le cours? On est sur On voit votre mail. C'est bon? l'écran, oui. Très bien. Donc, vous voyez les diapos. Non, les diaporamas. Ah bon? Ah d'accord. Peut-être que c'est un problème de connexion. Si vous voyez mon écran, en principe, vous voyez les diapos. Et là? Non? Non, non. Non. D'accord. Je vais vérifier. Surtout les statistiques descriptives. On va commencer avec tout ce qui est simple, voilà, basique. De toute façon, avec les autres cours, l'objectif au fond de cette année, des cours de cette année, c'est de pouvoir réfléchir, entamer et arriver à des résultats statistiques face à une situation qui nécessite une étude. Je pense qu'il y a pour le médecin du travail toutes les opportunités de réaliser plusieurs bonnes études. D'ailleurs, vous avez commencé certainement à réfléchir à vos mémoires ou bien à travailler vos mémoires. Pour le médecin du travail, la population d'études, elle est là, parce que vous avez déjà les dossiers médicaux, vous suivez votre population de travailleurs d'année en année. C'est pas comme un urgentiste, par exemple, il voit le patient et c'est bon. Et il va pas le revoir. Donc, il faut le convoquer, il faut. Donc, pour le médecin du travail, je pense que c'est vraiment très important de maîtriser cette réalisation d'études. Après, on n'est pas obligé d'aller directement vers des cohortes. On peut réaliser des études transversales, simples, où il n'y a pas vraiment une grande nécessité d'avoir de l'argent, d'avoir des moyens, etc. Donc, d'où l'intérêt de vous apporter comme ça, à travers les cours, des notions de base pour pouvoir démarrer à réfléchir comme un médecin de santé publique, certes un médecin du travail, mais qui a quand même cet aspect de recherche scientifique pour faire avancer les choses, pour comprendre des phénomènes, etc. Donc, la statistique descriptive, c'est une branche des statistiques. Elle regroupe les nombreuses techniques utilisées pour décrire. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit. Tout ce qui est simple, c'est déjà commencer par décrire.
Décrire quoi? Un ensemble relativement important de données. Si j'ai, par exemple, 2-3 personnes, 2-3 patients, vous avez, par exemple, je sais pas, nous, on a eu un neuro-B7, une seule fois. On ne va pas faire une étude descriptive, on ne va pas faire des statistiques, on le décrit de A à Z. C'est ce que vous faites lorsque vous présentez, par exemple, votre cas clinique. Mais si vous avez, si on prend le diabète de type 2, vous avez au minimum 100-200 diabétiques si vous prenez toutes les entreprises que vous avez pris en charge. Donc là, vous n'allez pas les décrire un par un. C'est ça l'intérêt des statistiques descriptives. Lorsque vous avez beaucoup de données, vous avez besoin justement de ces statistiques pour faire quoi? On va le voir. La description des données disponibles permet de les résumer. C'est ça. Si vous voulez un mot-clé important, c'est que ça va vous permettre de parler de ces 200 diabétiques en même pas 5 minutes ou de les représenter par des statistiques. Et après, vous allez donner des données, des informations chiffrées, etc. C'est beaucoup de précision et c'est important. Toute description d'un phénomène nécessite quoi? Il y a deux parties. Il y a l'observation et il y a les connaissances. Si pour les observations, il faut déjà avoir là votre phénomène, votre maladie. Vous pouvez pas dire je vais étudier par exemple le timon, alors que vous n'avez jamais rencontré un timon parmi vos patients. Vous pouvez pas. Il faut commencer par observer un phénomène pour après l'étudier et appliquer les statistiques. Et puis, il faut des connaissances. Si vous avez ce neuro B7, par exemple, vous allez faire une petite recherche, lire les articles, que disent les dernières études, est-ce qu'il y a un lien, il est comment le pronostic, etc. Donc, il vous faut des connaissances. Donc, par rapport aux facteurs aboutissant au phénomène, si vous voulez, par exemple, étudier le lien entre une maladie et une exposition, il faudra avoir des connaissances scientifiques, aller étudier, aller lire par rapport à cette maladie et par rapport à votre facteur de risque professionnel, par exemple. Donc, une fois j'ai cette observation, j'ai acquis un peu les connaissances, il faudra fixer ma population d'études. Donc, le choix de la population cible ou bien la population d'études est important. De ce choix dépendra la portée des résultats obtenus. Parce que si on va donner un petit exemple, par exemple, il est possible dans une étude portant sur le cancer du sein de dire je vais étudier le cancer du sein. Je vais inclure les patients atteints de cancer du sein. Là, vous allez inclure les femmes, mais vu votre formule, vu ce que vous avez fixé comme population d'études, vous êtes obligé d'inclure aussi les hommes. D'accord? Donc, autre méthode, si vous voulez, vu que le cancer du sein est fréquent chez la femme, mais pas chez l'homme, donc vous pouvez restreindre votre étude aux patientes atteintes de cancer du sein. Pour les deux cas, l'interprétation, la présentation des résultats ne sera pas de la même façon. Au premier cas, vous pouvez dire les patients atteints de cancer du sein, on a trouvé cette moyenne d'âge, ce. Mais pour la deuxième situation, là, vous n'allez parler que de femmes. Donc, il sera impossible de généraliser les résultats à l'ensemble des patients atteints d'un cancer du sein et il faut se limiter aux femmes atteintes. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Oui. Toujours avec la population de l'étude. Donc, on peut l'appeler aussi une collection d'êtres analogues, c'est-à-dire analogues. Analogue, ça veut dire il y a des points communs. Vous ne pouvez pas dire je vais étudier, par exemple, les travailleurs et après vous allez ramener des retraités. Il faut qu'il y ait une analogie entre les personnes ou bien les individus. On les appelle les individus d'une population de l'étude. C'est bien de retenir déjà dès maintenant quelques termes. Ça va vous permettre d'être vraiment dans vos discussions, dans vos même présentations, etc. Vous allez être précis. Population de l'étude. Après, on va voir variable, c'est quoi, modalité, c'est quoi, etc.
Donc, ces êtres peuvent être, c'est-à-dire là, si vous voulez, les membres de votre population de l'étude, ils peuvent être concrets, animés. Personne, un homme, une femme. Ils peuvent être des animaux pour d'autres disciplines. Ou bien inanimés, c'est-à-dire ils ne sont pas vivants vraiment. Un lit d'hôpital, vous prenez un service et vous allez étudier par exemple combien le séjour hospitalier, etc. Ou bien combien, non, le lit d'hôpital a été par exemple occupé, etc. Vous allez vraiment vous consacrer à quelque chose qui n'est pas vivante. Ou bien l'hôpital, l'entreprise dans notre situation. Ou bien, ça peut être abstrait, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment concret, on ne peut pas le toucher. Il s'agit d'un décès, des naissances, le séjour hospitalier, une commune, le département, etc. D'une façon selon vos objectifs. Un ensemble fini, quand on dit fini, c'est vraiment le nombre sera bien déterminé. On ne peut pas prendre comme ça. À un certain moment, il y a une condition. Si vous dites, je prends tous les patients qui viennent consulter dans mon service entre janvier et avril, même si au départ, vous ne connaissiez pas le nombre, mais vers la fin, il y aura un nombre fixe. Donc, c'est un ensemble fini d'objets, d'unités ou d'individus sur lesquels porte une étude ou bien une observation et qui donne lieu à un traitement statistique. Ça, on parle de la population de l'étude. On passe maintenant à l'échantillon. Bien sûr, si on prend l'observation, on a donné l'exemple. On ne peut pas appeler une étude un cas clinique, on ne peut pas donner des conclusions. Je ne peux pas dire mon patient, monsieur A, B, par exemple, a eu un cancer de l'estomac après avoir été exposé à l'amiante. Est-ce que ça veut dire que le cancer de l'estomac est lié à l'amiante? Je ne peux pas. C'est une seule personne. Ça ne me permettra pas de donner des conclusions. D'où l'intérêt d'avoir une population de l'étude. C'est vrai, idéalement, pour étudier un phénomène dans une certaine population, idéalement, je prends toutes les personnes ou bien tous les individus qui répondent à mon objectif, si vous voulez. Si je veux étudier le cancer du sein, je prends tous les cas, tous les malades. C'est l'idéal. Mais est-ce que c'est faisable? Et si je le fais, ça s'appellera une étude exhaustive. Donc, lorsque vous lisez un article et vous trouvez une étude exhaustive a été réalisée chez les travailleurs Là, vous allez comprendre qu'on a, dès le départ, inclus tout le monde, tous les travailleurs dans cette entreprise. On l'appelle étude exhaustive ou bien le recensement. Mais c'est très difficile, ça sera coûteux. Et puis, il faudra vraiment s'organiser d'une certaine manière à pouvoir convoquer tout le monde. Et est-ce qu'on a le droit d'obliger tout le monde? Non, on n'a pas, vu justement, il y a des raisons organisationnelles, financières, ça c'est clair, et éthiques. Le fait qu'un individu, l'un des travailleurs refuse, il faut toujours donner le choix aux travailleurs ou bien à votre population de participer ou pas. On ne peut pas obliger les gens à participer à une étude. Donc ça, c'est d'ordre éthique. Toutes ces contraintes vont nous empêcher de réaliser justement cette étude exhaustive, d'où l'intérêt d'aller vers l'échantillon. Donc, il faut alors travailler sur une partie de la population que l'on appelle échantillon. Et après, vous avez un cours, comment choisir, quels sont les critères et tout ça. Donc, pas avec moi. Il n'est d'ailleurs pas toujours souhaitable ou nécessaire d'étudier la population entière, un échantillon pouvant apporter une information suffisante, à condition qu'il soit représentatif. Pour la représentativité, elle vous permet un peu d'extrapoler les résultats. Si je dis que sur un échantillon de 1000 travailleurs, par exemple, j'ai trouvé que 70% ont développé le diabète après l'âge de 45 ans. Ça me permet de dire que, donc très probablement, l'âge qui dépasse 45 ans est un facteur de risque de diabète de type 2. Sans être obligé d'aller étudier tout le monde, parce que c'était quand même un échantillon représentatif. D'accord?
Mais si je vais étudier un petit facteur uniquement chez une population, je ne peux pas l'extrapoler aux autres qui n'ont pas fait partie de cette population, enfin de cet échantillon, si vous voulez. S'il n'y a pas ce caractère de représentativité. Après, vous allez voir avec le cours consacré aux échantillons, c'est quoi un échantillon représentatif, etc. Donc, si on veut aller à un autre point maintenant, on a vu la population de l'étude. Une partie prise de cette population de l'étude, on l'appelle échantillon. Chaque membre de cette population ou bien de cet échantillon, on l'appelle individu. D'accord? Individu ou bien unité statistique. Ça peut être des malades, des travailleurs, des entreprises, etc. La première étape d'une étude est de définir l'unité de base étudiée, l'individu statistique et la population cible. Je ne peux pas parler de je vais étudier, je vais utiliser la méthode, alors que je ne sais même pas dans quelle entreprise et qui je vais inclure à mon étude. C'est vraiment le point de départ. Donc, c'est quoi une variable? Une variable, c'est un caractère donné, présenté par les individus d'une population. Ces individus ont plusieurs caractéristiques. Chaque caractéristique, si vous voulez, on l'appelle variable. Elle prend deux ou plusieurs aspects, on les appelle modalités. On va donner des exemples. Donc, la nature des variables, ça peut être quantitatif ou bien qualitatif. Vous avez les variables quantitatives, c'est-à-dire il y a un chiffre, un numéro, ou bien qualitatif. Il n'y a pas de numéro, c'est ça. Et on va les détailler. On commence par les variables qualitatives. Elles ne s'expriment pas, ou bien elles n'expriment pas une qualité et non pas, là j'ai repris la phrase, elles ne s'expriment qualitative. Donc c'est une qualité, il n'y a pas de valeur numérique, il n'y a pas de chiffre. Il est possible de les répartir en classes ou bien en catégories. Par exemple, si vous prenez malade, non malade, diabétique, etc. Oui, non, c'est ça. Vous pouvez classer vos variables. On ne peut pas les exploiter mathématiquement. Ça ne veut pas dire, cette phrase, il faut faire attention, ça ne veut pas dire on ne peut pas les représenter statistiquement. On ne peut pas exploiter mathématiquement, ça veut dire on ne peut pas faire des additions, multiplications, divisions, etc. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire avec les chiffres. Si on ne peut pas faire le calcul, on peut cependant les dénombrer, c'est-à-dire compter combien, calculer après le pourcentage, etc. L'exemple le plus, si vous voulez, c'est sexe. Est-ce que féminin, masculin, statut marital, par exemple, marié, célibataire, etc. Tout ça, on parle de variables qualitatives. Les variables qualitatives peuvent être nominales ou bien ordinales. Là, il faut retenir ces notions, quand même, c'est important. On va voir après, parce que ça détermine après votre choix, comment les classer, comment les présenter, comment présenter les résultats. Donc, les variables nominales, qualitatives nominales, elles ne peuvent pas être hiérarchisées. Si je vous dis homme-femme, est-ce que vous êtes obligé de commencer par les hommes ou bien par les femmes, en dehors de la courtoisie, en dehors d'autres considérations? Il n'y a pas vraiment un ordre. La même chose si je vous dis situation familiale. Est-ce que célibataire, divorcé, marié, veuf? Il n'y a pas vraiment une importance dans l'ordre. Vous commencez par célibataire ou bien par divorcé, marié, il n'y a pas vraiment. D'accord? Donc, aucune valeur n'est supérieure à une autre. Ces variables peuvent être également appelées variables catégorielles. C'est-à-dire, on prend des catégories, on les classe comme ça et c'est bon. Elles peuvent être aussi binaires, comme on a ici célibataire, divorcé, marié. Là, ce sont des variables qualitatives nominales, mais elles ne sont pas binaires. Pas comme le sexe, homme-femme, ça c'est binaire. D'accord? Comme diabète ou non-diabète, vous avez oui, non, c'est binaire. Donc, elles ne possèdent que deux modalités, deux classes. On passe à l'autre type, si vous voulez, les variables qualitatives ordinales. Donc, à l'inverse des nominales, on ne peut pas classer.
Il n'y a pas un ordre bien déterminé. Ordinal, il y a le mot, si vous voulez, le radical ordre, ça veut dire il y a un ordre à respecter. Elles peuvent être classées les unes par rapport aux autres. Il existe un gradient qui permet de les classer dans un ordre logique selon une échelle de valeurs. Donc, dans les représentations graphiques, là, il faut faire attention après, dans vos mémoires, etc. Lorsque vous faites des représentations graphiques, il faut respecter aussi cet ordre. Vous ne pouvez pas commencer, par exemple, par normal, corpulence normale. Il faut commencer par maigreur, puis normal, surpoids, obésité. Parce que si on prend l'IMC, il y a un ordre, n'est-ce pas? La même chose, insatisfait, peu satisfait, moyennement satisfait, très satisfait. Il y a un ordre. Maintenant, vous voulez commencer par insatisfait ou bien commencer par très satisfait, c'est pas ça le problème. L'essentiel, il faut respecter l'ordre, la suite. C'est bon pour les variables qualitatives? C'est clair? Il n'y a pas de problème? Oui. Oui. Très bien. Oui, c'est bon. Très bien. On passe aux variables quantitatives. Donc, celle-là, elle s'exprime par un nombre, ça va de soi. Elles peuvent être exploitées mathématiquement. Si je vous dis l'IMC égale 24,5, on fait l'addition entre normal et maigreur pour juste laisser à part l'excès de poids avec l'obésité. On peut additionner, on peut diviser, etc. Donc, comme la taille, le poids, la glycémie, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le nombre d'enfants, etc. Tout ça, c'est quantitatif. Elles peuvent être de deux types. Il y a les variables quantitatives continues et il y a les variables quantitatives discrètes. On va voir la différence et il faudra que vous soyez capable de classer vos variables. Si je vous dis poids, directement, vous allez penser, il s'agit d'une variable quantitative continue. C'est ça c'est tout ce qu'on vous demande à cette étape. Donc, pour les variables quantitatives continues, elles peuvent prendre n'importe quelle valeur numérique, entière ou décimale. C'est-à-dire, il y a une continuité entre les variables. Il n'y a pas de vide. Si je vous dis la glycémie 1,10, une autre valeur, elle peut être 1,11, etc. Mais le problème, c'est que c'est nous qui fixons les limites. Sinon, il n'y a pas de limite. J'explique. Donc, elles peuvent avoir une infinité de décimales. Ça peut être à l'infini. En réalité, vous avez 1,10, mais on peut aller 1,1 million, etc. Il y a plein de chiffres après la virgule. Donc, la seule limite à ce continuum, c'est la précision de la mesure. C'est-à-dire, c'est celui qui utilise, il va dire non, je prends juste 2 chiffres après la virgule. Ça veut dire c'est lui qui a limité. Mais sinon, elle est illimitée, cette continuité. C'est pour ça qu'on l'appelle continue. Si je vous dis, par exemple, même l'âge, est-ce que c'est continu ou bien c'est discontinu? C'est vrai, si on prend comme ça, je suis âgée de 40 ans, l'autre il va dire 41 ans, il y a quand même, c'est coupé entre 40 et 41. Parce qu'on a décidé de l'unité, on a décidé de donner l'âge en années. Et si je vous dis donnez-moi votre âge en mois, ou bien donnez-moi votre âge en jours, vous voyez un peu, il y aura vraiment une continuité entre les valeurs. Il n'y a pas de... ça veut dire que c'est une variable qui peut prendre n'importe quelle valeur, même avec la virgule, etc. Est-ce que c'est clair? Vous avez l'exemple, la taille, le poids, la pression artérielle, etc. OK? Oui. Très bien. Donc, les variables quantitatives continues posent le problème du choix de l'unité de mesure. C'est-à-dire, c'est le choix de l'unité qui donne des fois l'impression, c'est une simple impression que finalement, elle n'est pas continue. Parce que j'ai décidé de m'arrêter à un chiffre bien déterminé. Donc, par exemple, est-ce que je donne la taille en centimètres ou bien en mètres? Mais surtout, le problème de précision. Donc, en réalité, une variable par nature
continue. Elle est par nature. Et toujours mesurée de manière discontinue, en limitant, en arrondissant. Je vais arrondir les chiffres, par exemple. Je la transforme d'une certaine manière en une variable discontinue. C'est ce que vous allez constater. Mais ça ne vous donnera pas le droit de la considérer comme une variable discontinue. Elle restera toujours selon sa nature. D'accord? Donc, il faut toujours réfléchir en sa nature. Est-ce qu'en réalité, elle peut prendre toute valeur possible, avec la virgule, etc. À ce moment, vous allez appliquer sur elle les règles consacrées aux variables quantitatives continues. Parce que dans la présentation après, en graphe et tout ça, il faut respecter le type de la variable. On passe aux variables quantitatives discrètes ou bien discontinues. Elles ne peuvent prendre que des valeurs numériques entières. Là, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de continuité entre les valeurs. Elles se distinguent par le fait que le passage d'une valeur à une autre est discontinu. Comme s'il y a du vide entre les modalités, entre les possibilités de valeurs qu'on peut prendre. Donc, exemple, le nombre d'enfants. Je ne peux pas dire il a 3,4 enfants, il a donc soit 4, soit 3, soit 0, soit 1. Vous voyez un peu. C'est ça une variable discrète. C'est l'exemple nombre de personnes, etc. C'est bon pour les types? Donc, rappelez-vous de ce schéma. C'est ça. Les variables peuvent être quantitatives ou bien qualitatives. Qualitatives, soit nominales, c'est-à-dire juste des catégories comme ça où il n'y a pas vraiment de l'importance à l'ordre, soit à l'inverse, ordinales, où il faut respecter l'ordre entre ces catégories ou bien ces modèles. Pour les quantitatives, elles peuvent être continues, c'est-à-dire n'importe quelle valeur est possible, comme la glycémie, ou bien discrètes, comme le nombre d'enfants. La représentation tabulaire des données. Quand on parle de tableau, il faut vraiment être capable de choisir quel type de tableau vous allez faire, ou vous allez tracer. C'est la première étape de l'organisation de l'information. La première étape de l'étude, là, vous avez fixé votre protocole, vous avez pensé, vous avez eu une observation, vous avez pensé à étudier quelque chose. C'est ça, parce que vous pouvez l'observer, ou bien déjà vous avez observé un phénomène. Vous avez constaté qu'il y a plus de diabétiques, comme Dr Chebini, on en a parlé. Donc là, il m'a dit, j'ai l'impression qu'il y a plus de diabétiques dans une entreprise donnée. Donc, c'est une observation. L'étape suivante, il faut qu'il ait des connaissances. Donc, il va lire, il va consulter des articles, il va lire, il va voir un peu ce qui a été fait comme étude, etc. Lire déjà sur le diabète, comment le diagnostiquer, comment le suivre, etc. Après, on a l'observation et on a les connaissances. Après, il faut décider de la population. Il y a la population cible et il y a la population de l'étude. La population cible, c'est-à-dire là où est-ce que vous allez réaliser votre étude. Par exemple, une entreprise A, c'est votre population cible. Mais après, la population d'études, vous pouvez la déterminer en choisissant tous les membres, tous les travailleurs de cette entreprise, ou bien en prenant un échantillon. À ce moment, c'est cet échantillon qui sera votre population de l'étude. En rédigeant votre mémoire ou bien votre étude, votre article, votre thèse, Inch'Allah, etc., vous allez mettre ma population d'études, 80% de la population d'études. Vous n'allez pas dire 80% de l'échantillon, parce que c'est bon, c'est cet échantillon qui est devenu votre population de l'étude. Une fois que vous avez votre population de l'étude, ça veut dire que vous avez déjà déterminé qui sont les individus. Il s'agit d'entreprises, ou bien il s'agit de patients, de travailleurs, de soudeurs, etc. Là, vous allez recueillir les données. Ça, c'est autre chose. Vous allez choisir vos méthodes. Est-ce que je vais réaliser un bilan?
Est-ce que je vais réaliser l'examen clinique? Je vais mesurer la tension artérielle? Vous aurez plein de données. D'accord? Donc, cette étape, on l'appelle le recueil de données. Une fois vous avez recueilli ces données, vous avez rapporté de l'information, il faut qu'elle soit organisée. Comment vous allez la traiter? Vous ne pouvez pas traiter des informations comme ça anarchiquement. Il faut vraiment les organiser. Comment? Justement, vous avez besoin de tableaux. Et on l'appelle le tableau des données. Mais avant d'arriver à ça, vous allez vous poser les questions. C'est bon, j'ai commencé à saisir mon information, mes informations. Peut-être certains vont l'écrire à la main, je ne sais pas. Donc là, les premières questions que l'on se pose lorsqu'on vient d'acquérir des données, on a rapporté des données, c'est combien y a-t-il de données? Sont-elles bien formatées? C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien saisi? Est-ce qu'il faut saisir de la même façon? Si vous allez par exemple sur Excel, vous mettez nom minuscule, nom majuscule, non, il risque de les compter différemment. Vous mettez une fois la première lettre en majuscule, les autres en minuscule. Donc, vous aurez vraiment plusieurs noms, si vous voulez. Sont-elles bien renseignées? Est-ce qu'il y a des vides? Vous avez des cases vides. Vous avez l'âge, mais à un certain moment, il y a un monsieur pour qui vous n'avez pas mis l'âge. Là, il y a un problème. Et puis, quels sont leurs types? Est-ce que celle-là, elle est quantitative, l'autre, elle est qualitative, etc. Comment les valeurs sont-elles réparties? Après, vous allez dire, ah, finalement, je n'ai que des maigres, je n'ai que des obèses. Vous allez un peu observer vos données, vous poser des questions. C'est pour un peu cerner la répartition. Vous n'avez pas encore commencé à traiter, vous n'avez pas classé, vous n'avez pas calculé, etc. Les types de tableaux qu'on va citer, donc il y a les tableaux de données, il y a les tableaux de distribution de variables et il y a les tableaux de contingence. Je vous conseille vivement à bien maîtriser les tableaux parce que, à la limite, je peux me passer de graphique. Mais le tableau, il faut avoir des tableaux. C'est la forme la plus simple. Et puis, ne pas maîtriser des graphiques, ne pas maîtriser des tableaux, comment vous allez présenter vos résultats? Donc, le tableau des données, dans une démarche statistique scientifique, ce sont les premiers à être dressés. Vous avez rapporté de l'information, vous allez saisir, ça veut dire que vous êtes en train de former votre tableau de données. Il facilite le dépouillement des données, très grand, puisqu'on parle de tableau, je vais vous montrer un exemple. Donc, quand on parle de tableau de données, ça veut dire chaque ligne de votre tableau, elle va être consacrée à un sujet, à un individu de votre étude. Après, cet individu, est-ce qu'il s'agit de travailleurs, de patients, d'enfants, etc. La liste des sujets est une liste dont les éléments sont, généralement sur Excel, il vous met des chiffres. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre des noms s'il s'agit d'études de dossier, donc vous avez déjà les noms. Si quelqu'un qui n'est pas médecin, là, il va faire, par exemple, une étude par questionnaire anonyme. Là, il n'aura pas de nom. Il va donner des chiffres, etc. Il peut mettre A, B, C, D, etc. Donc, la liste des variables, là, vous avez les colonnes. Mais vous connaissez déjà dès le départ qu'est-ce que vous avez comme variable parce que vous allez inclure les colonnes. Et là, je vous montre un exemple. Donc, voici un fichier Excel. D'accord? Donc, lorsque vous faites sur votre, je ne sais pas si vous connaissez déjà, vous allez. Ah, pardon, il y a le couteau aussi ouvert. Donc là, vous cliquez, clic droit, vous avez nouveau, par exemple, il vous donne plein de types. Et il y a le fichier Excel. D'accord? Vous ouvrez, vous créez votre fichier, vous allez trouver plusieurs feuilles parce que ce sont des classeurs, chaque fichier, et puis vous pouvez rajouter. Autant, bon, il y a vraiment un nombre très important. Vous pouvez renommer, vous faites un clic droit et vous pouvez renommer. Par exemple, je vais mettre ici ma base de données du mois de novembre parce que les anciennes, je les ai modifiées, etc. Donc là, dans l'Excel, donc vous avez, on appelle ça des cellules. D'accord? Et après,
en maîtrisant, vous pouvez déplacer votre cellule, vous pouvez l'écraser en saisissant, etc. Donc, on revient à notre exemple. Là, par exemple, regardez, même si je n'ai pas mis P1, P2, P3, Excel déjà a mis une liste. Regardez, il y a déjà des valeurs, il y a des numéros. Donc, et puis ce chiffre va suivre ces données. Sauf si moi, je change. Je coupe et je colle ailleurs. Là, je suis en train de changer l'ordre. Mais sinon, c'est bon. Ce sont des lignes. Chaque ligne, c'est un sujet. Par exemple, là, P1, patient 1, etc. Là, par exemple, combien j'ai? J'ai 100 patients, ça fait 100 lignes. Si vous avez 150 sujets dans votre population d'études, ça veut dire dans votre tableau de données, il faudra avoir 150 lignes. C'est simple. Et après, pour les colonnes, ce sont justement les variables. Voici la variable qui est la première, le sexe, l'âge, par exemple, je détermine des classes, après, je choisis. Mais là, l'âge, par exemple, c'était une variable quantitative. Donc, j'aurai des valeurs. Il faut mettre des valeurs partout, etc. OK, c'est clair? C'est juste pour vous montrer comment saisir vos données. C'est ça, un tableau de données. Et c'est ça la première étape qu'il faut respecter. Je pense que j'ai... On passe au deuxième type. C'est clair pour le tableau de données, vous n'avez pas de questions? Après, on fera des... soit sur mon PC, quand on sera en présentiel, on peut, selon le cours, on va revenir sur l'Excel. Donc, le deuxième type, c'est le tableau de distribution d'une variable. C'est le tableau que vous connaissez tous, parce que généralement, c'est ce qu'on fait. On a des données, on va compter à la main, et après, on présente les résultats. Donc, par exemple, ici, regardez, il y a 2. Par exemple, combien qui ont les yeux bleus? Il y a 2. Si on était dans le tableau, l'autre tableau, vous n'avez pas effectif, fréquence ou bien pourcentage, etc. Donc, ça, on appelle ça un tableau de distribution d'une variable. Parce que généralement, on prend une seule variable et on la représente. Bon, mais vous avez mais généralement, quand il y a une étude, on peut joindre plusieurs données. On ne va pas faire un tableau pour la couleur, un tableau pour le sexe, un tableau pour l'âge, sinon on aura un milliard de tableaux. Ce type est le plus connu. Il est construit après extraction d'une ou plusieurs colonnes du tableau de données et après vous calculez et vous représentez. Il est obtenu par regroupement des cases identiques, des colonnes extraites et par leur dénombrement. Il décrit la distribution d'une variable, c'est-à-dire transcrit la correspondance entre chaque modalité de la variable et le nombre de sujets à présenter cette modalité. Vous n'avez pas besoin de retenir tout ce baratin. L'essentiel, c'est ça, un tableau de distribution d'une variable, c'est-à-dire il y a eu des calculs auparavant. On a extrait. Vous avez déjà fait l'extraction de l'information, vous l'avez un peu calculé et vous avez présenté ou bien représenté vos résultats dans ce tableau. Le troisième type de tableau qui est très, très important parce que pour faire le reste des tests statistiques et tout ça, il faut vraiment avoir ou bien être capable de faire ce tableau de contingence, ne serait-ce que de l'imaginer. Même si vous êtes en train d'utiliser un logiciel de statistique, vous êtes obligé d'imaginer votre tableau de contingence parce que c'est de là que vous allez démarrer qu'est-ce que je vais étudier par rapport à quoi. Donc, c'est très, très important dans l'analyse statistique. Ces tableaux sont constitués par croisement de deux variables. Là, on a, si vous voulez, on a le résultat, mais on va le croiser aussi. C'est un tableau dénombrant les modalités. C'est quoi une modalité? Modalité, c'est si je vous dis diabète de type 2.
les modalités, je choisis diabétique ou non diabétique. Donc, non, c'est une modalité. Oui, c'est une autre modalité. Si je prends le sexe, il y a deux modalités, masculin, féminin. Si je prends le statut marital ou bien la situation familiale, il y a, par exemple, célibataire, marié, divorcé, veuve. Donc, vous avez 4 modalités. Vous avez compris? Donc, il faut retenir le mot modalité. Comme ça, à chaque fois, vous allez le comprendre. C'est tout. Il est simple. Vous connaissez déjà. Donc, en croisant deux caractères X et Y, il permet de mettre en évidence la forme de la relation entre deux variables discrètes. De toute façon, pour faire le test pour comprendre après l'autre ratio, tout ça, on a besoin du tableau de contingence. Il donne deux informations. Des distributions marginales. Marginales, ce sont les totaux. Le total des lignes, et là, le total des colonnes. Mais il y a les distributions conditionnelles, c'est-à-dire la distribution, par exemple, de X sachant Y. Si je prends là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le nombre de personnes, ou bien si vous voulez, oui, de personnes célibataires, mais en même temps, c'est ça, condition. Pas uniquement célibataires. Si je prends les célibataires, c'est 8. C'est le total. Si je m'arrête, je dis, le nombre de célibataires, c'est 8. Mais si je dis, pour cette case, je suis en train de parler de célibataires, mais qui ont fait des études supérieures. C'est-à-dire, il y a une autre condition. Si je prends celle-là, c'est effectivement célibataires, mais qui ont fait le secondaire, bien un niveau secondaire. Celle-là, célibataire, oui, mais il y a toujours une condition qui se sont arrêtés au primaire. OK? Regardez ici. Il y a un ordre primaire, secondaire, études supérieures. Je n'ai pas le droit de dire primaire, études supérieures, secondaire. C'est une variable? Répondez. Ordinal. Très bien, c'est une variable qualitative ordinale. Très bien. Donc, on peut avoir comme tableau de contingence, le plus simple, c'est le 2 x 2, c'est-à-dire 2 lignes et 2 colonnes. On ne compte pas celle-là. On la met, mais on ne va pas compter comme troisième colonne, comme troisième ligne. Le tableau de contingence, c'est surtout ça. On est obligé de mettre les totaux dans chaque tableau de contingence, mais comme notion, si vous voulez, comme information, on a malade, non malade, et on a exposé, non exposé. Ça, c'est un exemple. Il peut s'agir comme ça, marié, non marié, malade, non malade, etc. Mais généralement, quand on fait une étude concernant la santé, il y a toujours ce phénomène de la santé qu'on est en train d'étudier. Donc, c'est le 2 x 2. Mais là, ce n'est pas 2, 2. C'est pas un 2 x 2. Il y a 3, 2. D'accord? Donc, c'est un 2 x 3. OK? Et on peut avoir 2, 3, 4 x 4, 4 x 5. Ça dépend de votre variable. Mais le plus simple, c'est le 2 x 2. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, professeur. Très bien. On passe aux classes. Donc, si je vous dis, regardez cet exemple. Bon. Imaginons qu'il n'y a pas de classe ici. Vous imaginez la possibilité. Ça veut dire il y a 4,5 comme là, on parle d'hémoglobine glycée comme exemple, par exemple. Enfin, exemple par exemple. Je suis en train d'expliquer l'eau par l'eau. Alors, 4,5, 5,5, par exemple, vous imaginez 4,5, 4,6, 4,65. La liste sera la preuve. Déjà, il y a combien? Nombre de sujets ici. 1195. Ça veut dire il est possible d'avoir, parce que c'est une variable, elle est de quel type? Continue. Quantitative. Continue. Très bien, quantitative continue. Ça veut dire toutes les valeurs sont possibles. Et encore ici, on s'est arrêté à un chiffre après la virgule. Vous imaginez 3 chiffres après la virgule. Ça veut dire entre 6,5, 6,51, ça sera une autre valeur, etc.
Donc, on a 1195 sujets. Si on met la liste, c'est ça, si on garde comme ça la liste à l'état brut, on appelle ça une série statistique. Mais souvent, on ne fait pas ça, il faut les classer. D'accord? Bon, c'est différent, lorsqu'on utilise un logiciel et tout ça, généralement, vous allez calculer la moyenne, vous n'avez même pas besoin de mettre des classes. C'est différent. On va voir, on est obligé de vous donner tout ce qui est académique, d'accord? Et après, on passera à tout ce qui est pratique, c'est-à-dire plus facile à réaliser. Pourquoi vous fatiguez avec des calculs à la main et tout, alors qu'il y a des logiciels, etc. Mais on est obligé de passer par ce qui est académique, comment calculer. Si on n'a pas de logiciel, comment faire? Alors, donc la présentation des variables quantitatives continues d'une façon exhaustive est difficile, parce qu'il y a déjà un nombre important, d'où l'intérêt de recourir à un regroupement d'un certain nombre de valeurs qui se rapprochent entre elles. Pour cela, il faut adopter une échelle de classification. Donc, souvent, on pose la question combien de classes, comment je vais faire. En principe, il n'y a pas vraiment comme ça une règle qu'il faut appliquer, qu'il est impératif d'appliquer. D'accord? Mais il faut rester quand même logique. On ne va pas prendre 50 classes, ça ne sert à rien. C'est vrai, vous aviez 1100 ou bien 1900 valeurs, mais arriver à 50 classes aussi, c'est pas pratique. OK? Donc, généralement, idéalement, il faut rester entre 5 et 15 classes, grand max. De plus, le choix des valeurs extrêmes, les limites des classes, donc il faut faire en sorte de simplifier. Ça ne sert à rien de débuter votre classe, par exemple, par 4,409, 8, etc. C'est pas pratique. Il faut commencer, par exemple, par 4,5. Même si dans votre série, il n'y a personne qui a 4,5. Vous voyez un peu. C'est pour aller vers des chiffres simples, des valeurs qui vous faciliteront après le passage d'une classe à une autre. OK. Ceci dit, il y a une règle, on l'appelle, c'est bien de savoir qu'elle existe. Donc, il y a la règle de Sturges qui dit que K, c'est-à-dire le nombre de classes, il y a une formule pour calculer. Donc, après, celui qui veut l'appliquer, il peut aussi l'appliquer. Il mettra dans son matériel et méthode le nombre de classes a été calculé selon la règle de Sturges, si on peut la prononcer comme ça. Donc, l'hémoglobine glyquée, ça c'est un exemple. C'est une variable quantitative continue. Les classes sont en général utilisées pour les variables continues, justement parce qu'il y a plein de possibilités. Vous imaginez ici si on avait le nombre d'enfants. Même s'il y a des travailleurs ou bien des patients qui ont 12 enfants, 15 enfants. Malgré ça, vous pouvez dire 1, 0, 2, vous voyez un peu. Mais quand il s'agit comme ça de variables continues, c'est là où on a le plus besoin de classes. Donc, voici quand on fait des classes, il faut respecter donc là l'intervalle, ça commence par, là ça veut dire celui-là, cette valeur est incluse dans l'intervalle, dans cette classe, et alors que celle-là n'est pas incluse. C'est-à-dire si vous avez une valeur 5,49, elle ne sera pas là, elle sera comptée ici. D'accord? La même chose. Et après 5,5, elle sera incluse ici. Et, pardon, pas 5, je parle de 5,5. 5,5. Oui, oui, elle est incluse, oui. C'est 5,5 qui n'est pas incluse. C'est elle, exactement elle. 5,49, elle est incluse. 5,5, non, elle sera incluse dans la classe suivante. Et la même chose. On l'inclut et on n'inclut pas la fin, etc. Pour justement ne pas compter une valeur deux fois. Sinon, on va prendre ce patient. Si je mets 4,5 à 5,5, je risque de prendre 5,5 ici, dans la première classe, et dans la deuxième, etc. Donc, il faudra dès le départ décider où est-ce qu'elle sera incluse. Alors, on passe après aux distributions cumulées. Regardez ici. Là, la fréquence relative, FI.
Bon, d'une certaine manière, c'est le pourcentage. Seulement, c'est écrit sous forme de virgule. Donc, il l'appelle aussi fréquence. Il y en a même qui appellent, par exemple, là, l'effectif. C'est ce qu'on dit, nombre de sujets ou bien l'effectif. Il l'appelle fréquence, tout court. D'accord? Donc, vous pouvez trouver comme ça dans les ouvrages des appellations qui vous paraîtront un peu bizarres, mais c'est pas faux. Donc, la fréquence relative ici, par exemple, comment ils ont calculé ça? Ça, vous connaissez. C'est 409 par rapport à 1195, vous allez trouver, etc. Pour chaque effectif, il représente combien? La preuve, la somme, égale à 1. Donc, on passe aux distributions cumulées. C'est bon, il n'y a pas de questions? Non. Ça va? Non, il n'y a pas de question. Donc, on continue. On utilise la fréquence cumulée. Là, on a parlé de fréquence relative, c'est-à-dire elle est relative à chaque classe. C'est bon, d'une façon indépendante. On n'a rien fait entre les classes. On a juste calculé combien d'individus leur hémoglobine glyquée était incluse dans cet intervalle. Et après, on a divisé cet effectif par rapport à l'effectif total. On a eu leur fréquence relative. Si vous avez une représentation par rapport au pourcentage, si vous mettez là pourcentage, vous allez mettre directement 34,2. On passe aux distributions cumulées. On utilise la fréquence cumulée pour déterminer le nombre d'observations qui se situent au-dessus ou bien au-dessous. Là, c'est autre chose. Si on inverse, donc on peut aller au-dessous d'une valeur particulière dans un ensemble de données. On va expliquer. On calcule la fréquence cumulée à l'aide d'un tableau de distribution de fréquences. C'est le même tableau qu'on a ici. On va rajouter une colonne pour calculer la fréquence cumulée. C'est facile. La fréquence relative cumulée correspond au pourcentage de sujets ayant une valeur inférieure à une certaine limite. Donc, c'est le même tableau qu'on vient de voir. On a rajouté une colonne, d'accord? Et on l'a appelée, enfin, si vous voulez, fréquence relative cumulée. FI cum. C'est ça l'abréviation, alors que celle-là, c'est FI. C'est les mêmes valeurs de tout à l'heure. Celle-là, vous voyez le curseur? Oui. Très bien. Vous pouvez même me suivre. Très bien. Et là, regardez ici. Pour la fréquence, OK? Et on l'a mis ici. Ici, on a pris cette somme et on a encore rajouté cette valeur. On a trouvé ce résultat. À chaque fois, on rajoute la fréquence relative de la dernière colonne, etc., etc., jusqu'au la dernière. Ça, c'est pas la somme. La somme des fréquences relatives 1, elle est là, elle est en dessous. Mais là, c'est la fréquence relative cumulée arrivée à cet intervalle. Autrement dit, comment on va lire ça? On va dire, si je vous pose la question, mettez de côté ce qu'on vient de dire. Si je vous pose la question, elle est de combien la fréquence relative des patients qui ont une hémoglobine glyquée inférieure à 7,5? Comment vous allez faire? D'accord? 0 900. Très bien. Vous 0,900. voyez l'intérêt maintenant. C'est ça l'intérêt. C'est de limiter au final qui est en dessous de ça ou bien de là. Si je vous dis combien ou bien quelle est la fréquence, quel est le pourcentage, allez directement. Combien de personnes ont une hémoglobine glyquée inférieure à 11,5? C'est combien? 0,900. Très bien, excellent. C'est 98,3%. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Oui. Voici un exemple. Oui, C'est clair? oui c'est Est-ce Oui, que je c'est répète? non, pas la Est-ce que vous peine. voulez que je répète? Non, non, c'est clair. Très bien. Donc, voici un exemple. Si on dit à 8,5, donc qui est au-dessous de 8,5, là on parle d'hémoglobine glyquée, on va aller chercher, je reviens directement, où est-ce qu'elle est 8,5? Elle est là. Donc, je fais la somme de tout ça et j'arrive à 93,1%. C'est bon? Addition. Donc, le nombre de parents diabétiques chez les sujets participant à l'enquête de dépistage du diabète, par exemple. Quand on dit parents, pas mère-père, hein, sinon on n'a que deux. Donc là, vous avez nombre de sujets, les NI. Vous avez la fréquence relative. Donc, à chaque fois, si je vous dis combien n'ont aucun parent diabétique, vous allez me dire 0,544, n'est-ce pas? Ou bien Oui. 54,4%, c'est ça. Si je vous dis combien ont deux ou moins, ont deux ou moins parents, voilà, parents diabétiques. Là, vous allez faire quoi? Vous allez faire la somme de ça, plus ça, plus ça, n'est-ce pas? Voici la colonne. Fréquence cumulative. Relative cumulée. Voilà, donc voici la fréquence relative cumulée. Donc, pour la première, ceux qui ont 0, ça reste la même. Ceux qui ont 1, ça veut dire ont moins, ont 1 ou moins. C'est ça. Si je dis ceux qui ont un seul parent, je prends cette valeur. Elle est relative à cette case. OK? À cette modalité, si vous voulez. Mais si je dis en dessous aussi, c'est-à-dire qui ont 1 ou moins, c'est-à-dire en 0 ou bien en 1, moins de 2. Si je vous dis combien de patients, bien, ça représente quel pourcentage, les patients qui ont moins de 2 parents diabétiques dans leur entourage familial. Vous allez me donner 0,86. Très bien, excellent. C'est tout le monde qui a compris. On passe au troisième exemple. Oui. Très bien, donc on l'a appliqué sur la variable quantitative continue. On l'a pu appliquer sur la variable quantitative discrète. Et là, on va aussi appliquer sur une variable qualitative ordinale. Parce que là, l'ordre est important. Analphabète, primaire, moyen, secondaire, supérieur. Si je vous dis combien, là, relatif, c'est bon. C'est le nombre de sujets. Vous l'avez. Et après, vous calculez votre fréquence relative, c'est en divisant ça, sur le nombre total, n'est-ce pas? Là, en ayant la fréquence relative cumulée, ça vous permettra d'avoir des
arrêté où? Moi, en vous posant des questions que j'ai constatées. C'était une question facile et personne n'a répondu, alors j'ai compris que finalement la connexion était coupée. Sinon, j'étais en train de parler. Ah, je vous avais posé la question, est-ce que, si je vous dis combien de patients n'ont même pas eu le niveau secondaire? Vous me dites combien? Non, 0,67. non, docteur Chebini, réfléchissez. Combien n'ont pas 0,67. atteint le secondaire? Là, vous êtes en train de me 0,67. donner ceux qui ont fait le moyen. Qui n'ont pas Comptez atteint ou ceux bien qui sont analphabètes, ceux qui sont, se sont arrêtés au primaire. Très bien. Donc, c'est ça l'intérêt aussi pour la variable qualitative ordinale. C'est clair? Le principe de la fréquence relative cumulée? Oui. Oui. On en aura besoin après. Hein. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien compris? Oui. Donc, on passe à la représentation graphique des résultats. Elle permet de saisir rapidement et facilement les grands traits d'une distribution. La représentation graphique va dépendre de la nature de la variable. Ça, c'est important. On ne choisit pas selon les couleurs, selon ça me plaît, ce graphe, etc. Non, il faut vraiment respecter les normes lors du choix du type du graphique. Donc, quand il s'agit de variables quantitatives regroupées en classes, généralement, ce sont des variables continues. Donc, dans ce cas, les distributions sont essentiellement représentées par l'histogramme, celui-là, et le polygone des fréquences, celui-là. D'accord? Comme retenez l'exemple, par exemple, pour l'hémoglobine glyquée. Donc, c'est un histogramme. Remarquez là, il y a une continuité. D'accord? Là, regardez la classe, 4,5 à 5,4 par exemple. C'est la largeur de l'histogramme de chaque, si vous voulez, de chaque barre, elle est représentée par l'amplitude de la classe. Et bien sûr, là, la hauteur, c'est l'effectif. Combien de patients? Ici, c'est combien de patients? D'accord? C'est vrai, en regardant, regardez ici, c'est bien, les graphiques représentent et puis donnent les principales informations de façon rapide. Si on revient ici, enfin, avec ce tableau, celui-là. Si je vous dis, est-ce que vous avez déjà remarqué qui était la classe la plus représentée en regardant les chiffres comme ça? A priori, non, parce qu'il y a plein de chiffres. Il faut vraiment comparer. Ah, 409, 593, vous voyez un peu. Donc, pour avoir comme ça une information frappante, le graphe, c'est l'idéal. Enfin, le graphique. Regardez ici, là, c'est clair. On voit que la plus haute, c'est celle-là. C'est cette classe de 5,5 à 6,4. D'où l'intérêt parfois de bien choisir le graphique par rapport au tableau. Parce que vraiment, l'information, elle va paraître à la première seconde où vous allez regarder la page, par exemple, il y a la diapo, etc. C'est plus parlant. Donc là, pour le polygone de fréquence, là aussi, c'est la même chose, c'est la même information ici. Donc, entre 4 et 6, c'est-à-dire là, ils ont pris le centre de la classe. C'est-à-dire 4,5 plus 5, ou bien 5,5. Donc, le milieu, c'est 4, n'est-ce pas? Non, c'est 5. C'est 5, donc ça, là. Et ça représente cette valeur. 400. Bon, 400, 409, c'est un peu légèrement au-dessus. La même chose ici, c'est 6. Le centre de cette classe, 5,5, 6,5, c'est 6. D'où on l'a mis ici, 6. Et ça représente, c'est ici
593, donc c'est juste en dessous légèrement de 600. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'ils ont. Comment on fait le polygone des fréquences? On prend le centre de la classe et bien sûr par rapport à l'effectif. Ça, c'est important. C'est relatif au type quantitatif, variable quantitative continue, mais surtout regroupée en classes. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Concernant les variables quantitatives discrètes, c'est-à-dire discontinues, regardez, on peut prendre là, les courbes de fréquence sont essentiellement représentées par les diagrammes en bâton. En bâton. C'est-à-dire, là, on l'appelle diagramme en bâton. Il y a des bâtons. Mais regardez, qu'est-ce que vous remarquez entre les bâtons? Il y a un vide. Parce que c'est une variable quantitative discrète, discontinue. On n'a pas besoin, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça s'il s'agit d'une variable continue, parce que vous auriez eu du vide entre les valeurs alors qu'il s'agit d'une variable continue. Il ne faut pas avoir du vide. Alors là, ici, c'est une réellement variable discrète. Donc, effectivement, elles sont dissociées. Donc, on a le droit de représenter comme ça les valeurs d'une façon avec des espaces. C'est clair? Ce que vous connaissez le plus, c'est pour les variables qualitatives nominales, c'est-à-dire il n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'ordre. Généralement, comme par exemple pour le sexe, c'est le camembert, c'est ce qu'on appelle le diagramme en camembert. Donc, généralement, malade, non malade, masculin, féminin, etc. Là, pour les variables qualitatives ordinales, là, il y a, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand on a parlé des types, on a dit que même en faisant la représentation graphique, il faut respecter aussi l'ordre. Donc, analphabète, primaire, moyen, secondaire, supérieur. Si vous trouvez moyen ici, puis primaire, ça c'est faux. Parce que si vous laissez le logiciel R, par exemple, vous classer, ou bien l'Excel, ils vont vous classer par ordre alphabétique. Donc, il va commencer certes par un alphabet, mais après, il va vous mettre le M, moyen, ici, parce que le M vient avant P. Donc, puis primaire, puis secondaire et enfin supérieur. Vous voyez un peu, donc il faut veiller à ce que vos modalités soient bien classées dans votre, que ce soit pour le tableau ou bien pour le graphique. Donc, ce type, on l'appelle un diagramme en bâtonnet. Là aussi, elle est qualitative ordinale. On a le droit de laisser l'espace, d'accord, entre ces bâtonnets parce qu'il ne s'agit pas d'une variable quantitative continue. Donc, il y a du vide entre, si vous voulez, ces catégories. Est-ce que c'est clair? Donc, déjà, en voyant comme ça, vous voyez, il y a le vide entre les bâtonnets, vous vous posez la question. Ah, c'est pas continu. Si c'est pas continu, c'est bon, on a le droit. Si c'est continu, ça veut dire c'est faux. D'accord? D'ailleurs, c'est ça la différence entre un diagramme en bâtonnet et l'autre qu'on a appelé histogramme. Regardez, c'est la même chose, mais celles-là sont collées. C'est bon? Donc, on a terminé avec les représentations graphiques. On va aller aux mesures de tendance centrale. Mais comme il y a des cours consacrés à la moyenne, à la variance et tout ça, donc on va juste un peu passer, définir et tout ça. C'est juste pour avoir un aperçu sur ces aspects. Mais ça sera détaillé après. Bon, à part la médiane et le mode, non. La moyenne, il y a un cours moyenne. Il y a même la comparaison des moyennes et tout ça. Mais la médiane et le mode, on va les voir surtout. Donc, on appelle ça mesure de tendance centrale. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? On a dit on a une série statistique. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 600, 700, 1000, 2000, 100 000 valeurs. Vous avez plein de valeurs. C'est une série statistique. Mais après, pour la résumer, pour la représenter, pour pouvoir parler, comme on a dit, de cette grande quantité d'informations en peu de temps ou bien avec des termes clairs et exprimer les résultats clairement, il vous faudra résumer. Donc, on peut se poser la question, j'ai plein de valeurs et je me dis, mais ces valeurs se tournent autour de quelles valeurs? C'est-à-dire, si je veux les centrer, les représenter par un centre,
C'est ça, on les appelle les mesures de tendance centrale. C'est-à-dire, elle peut évaluer la valeur qui les relie, qui est un peu au centre, autour de laquelle les autres sont un peu tous proches. C'est ce qu'on appelle la moyenne, par exemple. C'est le concept de la moyenne. Donc, on a la moyenne arithmétique, mais on a aussi la médiane et on a le mode. On va les voir un par un. Donc, pour la moyenne arithmétique, vous connaissez le principe, c'est la somme de toutes les mesures divisée par l'effectif de la série. Mais après, selon, vous avez d'autres formules. Selon, est-ce que vous avez déjà, comme ici, si je prends mon fichier Excel, qu'est-ce qu'on a dit? Pour le tableau des données, on a déjà les valeurs bien citées, séparées. D'accord? Elles sont là. On n'a pas encore fait ni les classes, ni rien du tout. Donc, je peux calculer directement la moyenne de tout ça. Ça sera la somme de toutes ces valeurs divisées par 100, puisque j'ai 100 sujets. OK? Mais si j'ai déjà des classes, ici par exemple, si je reviens au tableau, là, j'ai ma classe, j'ai le nombre de sujets par classe. Donc, comment je vais faire? Je vais multiplier NI fois XI. Mais là, XI, où est-ce qu'il est? J'ai deux valeurs, j'ai un intervalle. Donc, ça sera le centre de la classe, n'est-ce pas? Ça sera 5. Donc, je vais faire 5 fois 409 plus 6 fois 593, etc. Et après, je divise par l'effectif. Vous n'avez pas besoin des formules vraiment, bon, il faut les connaître. En pratique, c'est vraiment simple de calculer la moyenne et même la médiane, etc. et tout le reste. Donc, ici, par exemple, voici, on a calculé la moyenne donc du taux d'hémoglobine glyquée, si vous voulez, c'est 6,0. On passe à la médiane. Quand la variable étudiée, c'est quoi déjà il faut vraiment retenir ça. C'est quoi la médiane? Vous connaissez déjà la médiane? Dites-moi. Vous avez oublié, c'est ça. Alors, donc, quand la variable étudiée est quantitative ou bien qualitative ordinale, parce que là, on était en train de parler de quantitatif pour la moyenne. On ne peut pas calculer, on peut calculer le nombre d'enfants moyen, la moyenne du nombre d'enfants. Il faut que ça soit quantitatif. Mais là, pour la médiane, même qualitative ordinale, on peut fixer si vous voulez. Mais bon, le plus intéressant, c'est pour la variable quantitative. On définit la médiane ME comme la valeur de la variable qui sépare la série en deux. C'est-à-dire 50% des observations sont inférieures à ME et 50% des observations lui sont supérieures. C'est-à-dire, bien sûr, il faudra que votre série statistique soit classée du plus petit au plus grand, enfin la valeur la plus importante. Et là, vous allez regarder si vous avez par exemple une glycémie qui va de 1, jusqu'à 2 grammes par exemple. Et vous avez 100 patients, vous allez chercher, une fois que vous avez classé votre série, vous avez cherché, si vous voulez, la 50e valeur, 50e patient, parce qu'on l'a classé. L'essentiel, on pourra dire que la moitié des patients ont une glycémie supérieure, par exemple, à 1,2 et la moitié des patients, l'autre moitié des patients ont une valeur inférieure à cette valeur. C'est ça la médiane. Donc, lorsque l'effectif est pair, lorsque l'effectif est impair, le 50e, si vous voulez, sujet ou bien le 50e patient, ça sera une personne, parce qu'il y aura 50% au-dessus, 50%, enfin l'autre 50%, et lui, il sera vraiment au milieu. Mais si c'est un nombre pair, vous aurez deux valeurs au milieu, n'est-ce pas? Et là, vous allez faire la somme divisée par 2, et vous aurez votre médiane.
On peut calculer la médiane par selon est-ce qu'il y a des classes ou pas. Bon, pourquoi je ne me concentre pas trop, il faut juste savoir que ça existe parce que vous n'allez pas l'utiliser vraiment. D'accord? Bon, voici si vous voulez, la méthode la plus facile. Vous revenez à votre courbe de fréquence, ce qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Et vous allez chercher ici, parce que là, jusqu'à 1, c'est 100%, 50%, c'est ici. Entre 0,4 et 0,5, c'est 0,5. Et 0,6, c'est 0,5, c'est-à-dire les 50%. D'accord? La moitié. Et vous allez juste faire ça et vous allez trouver votre médiane. C'est-à-dire, c'est la valeur qui a divisé votre série en deux parties. 50% moins de cette valeur et 50% plus de cette valeur. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Voici l'autre méthode un peu compliquée. C'est que j'ai les classes ici. Regardez ce tableau. Pardon, j'étais là. Alors, on a les classes. Dites-moi, où est-ce que je vais trouver ma médiane, d'après vous? Ne regardez pas ici. Juste là, comme ça, d'après vous. D'après vous, où est-ce que je vais trouver ma médiane? Pourquoi? Pourquoi? Comment vous avez réfléchi? Donc, elle est entre la première classe et la deuxième classe. ما راهيش في la deuxième classe, docteur Chobini. Elle est entre celle-là et celle-là, n'est-ce pas? Parce que celle-là, elle est de 0,34, c'est-à-dire 30%. Non, 34%. Ah, ici, tu as regardé ici. D'accord. Non, il ne faut pas regarder ici. Il faut regarder là, le cumulé. Parce que le cumulé, ça veut dire quoi? 0,34. Si je vous dis 34% des patients avaient une hémoglobine glyquée située entre 4,5 et 5,5. Donc, c'est bon, on n'a pas encore atteint les 50%, n'est-ce pas? Et je vous dis après, 83%. Non. Mais moi, je cherche 50, la valeur qui correspond à 50. Elle est entre les deux. Ça veut dire que si vous voulez, s'il y avait un espace ici, ça sera ici. Parce que c'est une valeur continue. Ça veut dire entre 4,5, il y a plein de valeurs jusqu'à 6,5. Donc, en quelque sorte, l'hémoglobine glyquée, elle est entre ça, ces deux valeurs, n'est-ce pas? « 80 dictée à Oui. 50% plus 30 Oui, réellement, elle est entre 5,5 et 6,5. Et voici la formule. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit 5,5 correspond à 34%, la médiane correspond à 50% et 6,5, la valeur 6,5, elle correspond à 83%. Et après, ils ont calculé et ils ont trouvé. D'accord? Mais vous n'allez pas utiliser cette formule, mais c'est ça la logique. Il faut juste comprendre la logique. Alors, on peut aller directement à notre série. Donc, voici, si vous avez vos données de mémoire ou de n'importe quelle étude, si vous avez un bon tableau de données, tout le reste sera très facile. Si vous n'avez pas un bon tableau de données, après, prenez votre calculatrice et calculez à la main. Donc là, regardez, je fais égal et j'écris moyenne, double-clic, je sélectionne toutes les valeurs.
entrée, j'ai ma moyenne. Elle est de 29,14. OK? Maintenant, je veux la médiane ici. Je fais égal, j'écris MED égal, je clique, même chose, je sélectionne. Après, j'ai ma médiane. Elle est de 8. OK? Donc, voici comment calculer votre... C'est par Excel. Alors, le mode, c'est quoi le mode? C'est la valeur de la série qui revient le plus souvent. Donc, une série peut comporter plusieurs modes. Donc, si la majorité avait 5,5, 5,5, etc., donc je vais trouver mon mode. C'est tout. Une fois on a donné, si on prend, de toute façon, on va reprendre tout ça dans le cours de calcul de la moyenne et calcul de la variance, d'accord? Parce que c'est ça, la moyenne, c'est la principale mesure centrale et la variance, c'est la principale mesure de dispersion. Mesure de dispersion, c'est-à-dire c'est un peu l'intervalle entre chaque valeur et cette valeur centrale, la moyenne. OK? On a calculé une valeur centrale, mais si je m'arrête, si je vous dis, je vous donne l'exemple le plus connu, si on prend la moyenne des notes, par exemple, à un examen, vous avez par exemple un qui a eu 15, l'autre 20, l'autre 10, l'autre 8, et vous calculez la moyenne. Vous allez trouver combien? 15 plus 10, donc 25, plus 20, 45, plus 8. Combien? 45 plus 8, c'est 53. Allez-y de l'autre 2 points. C'est 55. 55 divisé par 4, j'aurai une moyenne. N'est-ce pas? Combien? 55 divisé par 4. C'est 13,75. Okay? Si je prends, si vous voulez, d'autres valeurs, deux par exemple ont eu 20 et le troisième a eu 4, le quatrième a eu 3 par exemple, et je peux avoir la même moyenne, 13,75. Est-ce que ça veut dire la même chose? Cette classe, ce groupe qui a eu une moyenne des notes 13,75 et l'autre groupe 13,75 par exemple, mais ce ne sont pas les mêmes notes. On peut trouver 3 qui ont eu 20 et le quatrième a eu 0 par exemple. Vous voyez un peu, c'est ça l'intérêt de la mesure de dispersion. C'est-à-dire, on peut avoir la même moyenne pour plusieurs séries statistiques qui sont totalement différentes. C'est en calculant cette dispersion, c'est-à-dire l'éloignement de chaque valeur par rapport à cette moyenne, ça va mieux me renseigner sur la population, sur les valeurs de ma série statistique. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que la moyenne à elle seule ne va pas me suffire, ne va pas vraiment bien me renseigner par rapport aux données, si vous voulez, aux valeurs quantitatives, aux variables quantitatives de cette série. D'ailleurs, vous trouvez souvent la moyenne accompagnée, vous avez par exemple l'âge est de 40 ans plus ou moins 8, par exemple. C'est quoi ce plus ou moins 8? Il s'agit de quoi? Est-ce que vous comprenez? Lorsque quelqu'un, un de vos camarades, par exemple, présente son mémoire et il vous dit, j'ai trouvé une moyenne de 40 plus ou moins 8 années, pour l'âge, par exemple. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se rapprochent de la note, l'âge moyen que vous avez défini au départ. Si par exemple. Mais c'est quoi le plus ou moins 8? Il représente quoi? Cette valeur, elle représente quoi? C'est l'écart type.
C'est l'écart type. D'accord? C'est ça l'écart type. On va étudier tout ça dans le cours de la moyenne. Mais c'est ça, il faut savoir que si la série est distribuée en classe, la meilleure… Bon, il y a des formules pour calculer l'écart type. Mais la variance, c'est l'écart type au carré, tout simplement. On parle souvent la variance, la variance. C'est quoi l'écart type? C'est la racine carrée de la variance. La variance a une formule, mais en réalité, c'est quoi? C'est comme si j'ai pris toutes les valeurs, d'accord? Et après, j'ai essayé de les situer par rapport à la moyenne. Par exemple, celui qui a pris 20, on a trouvé la moyenne de 13, 13,75 par exemple. Je vais faire 20 moins 13,75. Je la prends de côté. Le deuxième a eu 10. Je vais faire 10 moins 13,75. Le moins et plus, c'est pas important parce qu'il y aura des carrés. Donc, c'est pas important. Moins 3 ou bien plus 3, c'est la même chose. Parce qu'on va tout ramener au carré. D'accord? Regardez. Là, il y a le carré. Donc au fond, c'est la somme des NI. Bon, c'est les effectifs à dos. Mais c'est XI moins la moyenne. C'est-à-dire, chaque valeur de ma série, je vais calculer la différence entre cette valeur et la moyenne que j'ai trouvée tout à l'heure. C'est pour un peu calculer l'éloignement de toutes les valeurs par rapport à cette valeur centrale. Vous voyez, j'ai pris une série totale, plein de chiffres, plein de valeurs, si vous voulez. Et après, j'ai essayé de calculer la valeur centrale, qui est la moyenne, c'est-à-dire la valeur qui les rassemble. J'ai pris la somme divisée par l'effectif et j'ai trouvé la moyenne. Mais après, il faudra, pour avoir une meilleure image représentative de ma série statistique, je vais calculer l'éloignement de chaque valeur par rapport à cette moyenne. Et après, je vais faire au carré et je vais diviser, je trouverai ma variance. Cette variance, je fais la racine carrée de cette variance, j'aurai l'écart type. Autrement dit, quand je vous dis l'âge, il est de 40 ans plus ou moins 8 ans, c'est pas comme je vous dis l'âge, il est de 40 ans plus ou moins 2 ans. Si je vous dis 40 ans plus ou moins 2 ans, vous allez comprendre que au final, la majorité sont situés entre 38 ans et 44 ans. Mais si je vous dis 40 ans plus ou moins 8 ans, ça veut dire que la majorité sont situés entre 32 ans et 48 ans. Là, ça devient plus large. Ça veut dire l'éloignement par rapport à la moyenne. Ça veut dire quand même ils sont différents. Mais plus l'écart type est petit, ça veut dire les sujets ou bien les valeurs se rapprochent l'une des autres. Enfin, les unes des autres. C'est clair? Là, il faut comprendre le concept. Si vous avez bien compris, c'est bon, c'est l'objectif. Pour les calculs, on verra après. D'accord? Enfin, on verra dans d'autres cours, pas maintenant. D'autres mesures de dispersion, on a besoin aussi d'autres mesures. C'est le premier quartile. Le deuxième quartile, c'est la médiane. Et le troisième quartile, il correspond à 75 d'observation. Là, on revient au quartile, c'est-à-dire le même principe de la médiane. Vous vous rappelez, on a dit, on prend toutes les valeurs, on les classe par ordre, et après, on cherche la valeur qui les a séparées en deux, et c'est la médiane. On peut aussi chercher la valeur qui a séparé les premiers 25%. C'est le Q1, c'est le premier quartile. On peut aussi chercher la valeur qui a séparé les 75, les premiers 75% et des 25% restants. Et on l'appelle le troisième quartile tout simplement. C'est ça le principe. D'accord? Pourquoi on vous dit tout ça? Parce que ce sont des valeurs qui sont systématiquement calculées lorsqu'on fait nos statistiques descriptives. Il suffit de les comprendre pour pouvoir bien interpréter. Et ça rapporte beaucoup à votre présentation des résultats. Si vous me donnez l'âge, par exemple, bon, pour l'âge, c'est pas toujours important, mais d'autres valeurs, par exemple. Vous avez votre glycémie ou, je sais pas, un taux particulier, et vous me donnez tout ça, le Q1, le Q2, le Q3, etc. C'est à moi de lire, Mbad. Après, je vais dire, au final, il y a 75%
ont une glycémie inférieure à 1,2. C'est bien, hein, c'est bien. On n'a pas vraiment beaucoup de prédiabète, par exemple. Je peux l'interpréter d'une certaine manière. Vous voyez, le résultat est là. Donc, là, c'est à la fin, c'est juste, je vous conseille, enfin, je vous demande de télécharger le logiciel R. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà téléchargé? Non. Très bien. Donc, allez-y sur Internet et cherchez, téléchargez le logiciel R. C'est un logiciel gratuit à 100%. Donc, il n'y a pas de partie gratuite et l'autre payante. Il n'y a rien, rien, rien. Il est vraiment totalement free. Donc, même si vous présentez, vous n'avez pas besoin d'acheter, de pirater ou quoi que ce soit. À l'inverse du SPSS, par exemple, qui est payant. Donc, les versions que vous allez rencontrer sont souvent des versions piratées. Le R est gratuit, donc vraiment, il est conseillé d'utiliser le logiciel R. La preuve, à l'université, ils nous ont assuré la formation pour le R parce qu'il est gratuit, donc on n'a pas besoin de l'acheter et il faut être contre le piratage, donc d'une certaine manière éthique. Alors, il faut aller vers tout ce qui est free, tout ce qui est gratuit. Donc, vous téléchargez le logiciel R. Une fois vous l'avez installé sur votre PC, là, il faut, je vous le montre d'ailleurs. Donc, vous allez voir votre console. Vous allez, une fois que vous l'avez téléchargé, vous aurez ça. OK? Après, vous allez aller vers Package et vous allez installer les packages. D'accord? Donc, généralement, il y aura plein de téléchargements. Donc, vous pourrez voir le total. Sinon, s'il ne vous donne pas la main pour télécharger, allez-y directement, installer package. Il vous donne une liste. Bon, moi, je les ai déjà installés, c'est pour ça, il ne comprend pas. Donc, vous allez choisir le RCMDR. Bon. Il ne fallait pas mettre installé parce que... Très bien. Moi, j'ai déjà le... Là, vous cherchez ça. D'accord? Donc, dès que vous installez le R, vous m'écoutez, Yak? Oui. Oui. Oui, il faut montrer signe de vie. On ne sait jamais. La connexion est... Oui. Alors, donc, vous allez installer Package, vous allez installer RCMDR. R majuscule, le R Commander. Donc, c'est le principal package du logiciel R. Donc, sans ça, il y a plein de packages, mais selon l'objectif des études, mais nous, avec ce qu'on a, on n'a pas besoin de plus que ça. Si on fait le RCMDR, c'est déjà très bien. Donc, dès que vous demandez l'installation de ça, généralement, il doit installer d'autres packages. Donc, n'ayez pas peur, vous aurez vraiment plein de séries, comme ça, une installation en masse. Ça sera vraiment... Mais ça ne prend pas beaucoup d'espace, hein. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ce sont des dossiers compressés, donc c'est pas vraiment pour le PC, c'est pas un problème. Donc, une fois que vous avez ça, généralement, il y a un langage, d'accord, pour comprendre le R. Par exemple, si je veux appeler l'utilisation d'un package, je mets library RCMDR, je fais entrer, j'aurai l'ouverture de mon package, ce R commander, si vous voulez. C'est comme ça qu'on va calculer. Mais on peut toutefois utiliser directement la console, c'est-à-dire utiliser là où on était, ici. Je peux regarder ici, par exemple. C'est ce que je vous ai mis. Head, si vous mettez par exemple STR, voilà, si je prends STR. Je mets STR, mais après, il me faut une base de données. Bon, je ne sais pas quelle base je suis en train d'utiliser. Donc, je vais sur le R Commander.
D'accord? C'est comme ça. Ça, c'est le RCMDR, le R Commander. Une fois que vous avez installé votre logiciel R, vous installez le R Commander et après, il faut aller, vraiment, il faut avoir des données. Qu'est-ce qu'il va étudier? Là, bon, j'ai plusieurs bases de données. Là, c'est la base de Dr. Touati, par exemple, son mémoire. On va aller là voir. Je vais choisir cette base de données. Si je reviens à la console, je mets STR je l'ai appelé. Vous pouvez appeler votre base de données comme vous voulez. Voilà. Regardez ce qu'il me donne. Ça, c'est, il m'a représenté toutes, si vous voulez, toutes les colonnes, toutes les variables. Donc, il a l'âge. Et il y a plein de numéros. Donc, il m'a fait comme ça. Parce que c'est une variable quantitative. On a mis le premier patient, deuxième, son âge, etc. Donc, on n'a pas. Il a mis bon, l'adresse, Alger ou bien Bijaya, etc. Il y a d'autres. Est-ce que dans la base vie, ils habitent ou non dans la base vie? Donc, c'est parce que c'est un chantier. Donc, non, oui. Il y a non, oui, etc. Le BMI, ce sont des valeurs. Statut pondéral, est-ce que obèse, surpoids ou bien normal, etc. Le poste. Vous voyez? Donc, c'est ça. Rien que avec STR, entre parenthèses, le nom de votre base de données, vous avez déjà un petit résumé de tout ce que vous avez, toutes les variables que vous avez. OK? Donc, si je prends l'autre exemple que je vous ai donné, Samari. Je mets, vraiment Samari, il va me donner des résultats carrément. Donc, je peux effacer comme ça, effacer la console. Mais dès que vous faites les flèches entrées, comme ça, les flèches de clavier qui... On va le faire en présentiel. Je vous montre sur le clavier comment faire. Donc, je vais mettre là, Samari, entrée, et j'ai les résultats. Donc, regardez, pour chaque résultat, pour chaque donnée quantitative, déjà, il me donne la médiane. Mean, c'est la moyenne. Third quartile, c'est le troisième quartile, ce qu'on a montré ici. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est bien de comprendre parce que c'est facile d'avoir cette information. Il suffit de savoir interpréter. D'accord? Déjà, en utilisant le R, regardez. Pour chaque variable quantitative, il vous donne déjà le minimum, le first quartile, le premier quartile, 25%, la médiane, c'est-à-dire 50% de votre série, la moyenne, ça c'est un autre calcul, et third quartile, 75%, le troisième quartile, et avec le maximum. Vous voyez? OK? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est Bon, clair. c'est clair, ça veut dire que vous avez compris que ça existe, que c'est facile d'avoir les résultats. C'est ça, ce qui est clair. Après, on va essayer de faire quelques applications. C'est bon, on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Non, Non. c'était clair. Donc, c'était clair, facile, faisable par visioconférence pour le moment. D'accord? Donc, voilà, la semaine prochaine, vous aurez votre cours avec professeur Cassette. Donc, je pense qu'elle fera en présentiel bien. Et après, on va suivre le programme des séances, c'est-à-dire vous aurez cours avec moi, mais on ne sera pas obligé de suivre l'intitulé